Bonsoir à toutes et à tous. On va parler ce soir du livre Ceci est mon sang, qui a été écrit par Élise Thiebaud, qui est ici. Donc, comme vous le savez, le livre il parle d'un sujet qui est souvent tu et invisibilisé, qui est le sujet des règles. Donc le livre il a été publié en ce début d'année à la collection des cahiers libres aux éditions de la Découverte. Et donc le sous-titre du livre c'est Petite histoire des règles, de celles qui les ont et de ceux qui les font, qui est bien l'image du texte, qui est un texte très accessible et truffé d'anecdotes parfois étonnantes. Et texte donc il est basé sur l'expérience directe personnelle de l'auteur qui s'interroge autant sur les règles en soi que sur les représentations qui entourent ce phénomène. Donc tout simplement déjà pourquoi avoir voulu écrire un livre sur ce sujet-là, sur les règles, comment l'idée elle vous est venue? En fait j'étais en train d'écrire un autre livre qui s'appelle Je ne suis pas l'avenir de l'homme, qui était effectivement sur mon cheminement féministe. Et puis il y avait une question qui me taraudait tout le temps, c'était comment les femmes se sont laissées soumettre. Qu'est-ce qui a fait, à quel moment ça a basculé, à quel moment et autour de quoi ça s'est joué, cette condition de sujétion qui perdure jusqu'à aujourd'hui, même si ça a avancé. Et je revenais toujours à la question des règles, à la fois au plan personnel, parce que j'étais en pleine ménopause, donc je pensais beaucoup à mes règles, qui étaient totalement déréglées à ce moment-là. C'est-à-dire, quelquefois, ça tombait très abondant, quelquefois, il n'y avait rien du tout. Enfin, c'était un moment de folie des règles, de dérèglement. Ça faisait que j'étais très habitée par ce sujet-là. Et je me suis rendu compte assez vite qu'en fait, une des questions centrales qui faisait que c'était nécessaire de s'intéresser à ce sujet-là, c'était que ce par quoi on est désigné femme, ce par quoi on nous dit « tu es devenue une femme », c'est le moment où on a ses règles. C'est comme ça que mon père a fait quand j'ai eu mes règles. Il y a eu un grand repas de famille et mon père, à la fin du repas, dit « alors, j'ai appris que tu étais devenue une femme ». Ça a jeté un petit froid comme ça et je lui dis « tu crois que j'étais quoi avant, un singe ?» J'étais un peu fumasse d'être renvoyée par le fait que, d'abord j'étais fumasse pour deux raisons. La première, qu'on parle de mon intimité à table devant tout le monde, que je sache, il n'y a pas de rituel qui célèbre l'entrée des hommes dans leur première éjaculation. Ça s'appelle les séménarches, j'ai appris ça par la même occasion en faisant ce livre. Mais personne ne va vous dire, quand vous êtes un homme, alors tu es devenu un homme. On dit en revanche à une femme, tu es devenue une femme à partir du jour où elle a ses règles. Et puis ensuite, immédiatement, on lui explique qu'il faut le cacher, qu'il faut l'éponger, qu'il ne faut pas en parler. Tout est devenu secret. Qui peut aller à la pharmacie pour demander des protections périodiques, avec qui on peut en parler dans la cuisine entre deux portes. Et on commence à rentrer dans cette vie où, en fait, on est honteuse. Un mois, une semaine par mois, pendant 40 ans, on est censé cacher ce qui nous arrive. Or, il se passe énormément de choses autour des règles. La première, évidemment, c'est que c'est ce qui fait qu'on est fertile, donc potentiellement on peut avoir des enfants, mais ça peut aussi s'accompagner de beaucoup de choses. C'est quelque chose qui peut être bien ou mal vécu, on peut avoir mal, on peut être vraiment mal à l'aise pendant cette période-là, et c'est très difficile d'en parler puisque, par principe, c'est caché. Donc, je me suis dit que c'était peut-être en réfléchissant à ce phénomène des règles dont je m'apercevais un peu avec stupeur, alors que je les avais eues pendant 40 ans, que je ne savais pas grand-chose. Donc que j'étais un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. J'avais eu mes règles et j'avais vécu ce phénomène central de la vie féminine sans savoir véritablement ce qui m'était arrivé. Donc j'ai commencé à enquêter là-dessus, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce livre. Voilà. D'accord. Et donc le texte, il est écrit, il est à la fois très documenté, donc il y a beaucoup de sources différentes. Et en même temps, il est très personnel, donc vous écrivez à la première personne. Pourquoi c'était important pour vous, justement, de partir de votre propre vécu pour écrire ce livre? Alors, en fait, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a effectivement beaucoup de choses qui sont racontées, qui sont documentées dans ce livre, parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, en 2017, il n'y a pratiquement pas de données disponibles sur les règles dans des livres où il y a des ouvrages très savants, historiques, anthropologiques, où c'est traité en dessous d'un autre sujet, ou alors il y a sur Internet une flopée de choses, mais pas très articulées. Donc, quand j'ai commencé à
à enquêter ou à me documenter sur le sujet et à voir le nombre de choses qu'il y avait, je me suis dit, mais je suis un peu embêtée parce que je ne suis pas historienne, je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas médecin. Puis je me suis dit, ouais, mais j'ai quand même eu mes règles pendant 40 ans. Donc, peut-être que le fil rouge, ce qui va être intéressant de raconter, c'est la manière dont moi j'ai vécu ces règles pendant 40 ans et comment ça rentre en dialogue avec ce que je découvre dans les textes que j'explore, les films, etc. Comment cette culture, elle a résonné en moi pendant 40 ans. Évidemment, il y avait aussi un caractère un peu performatif. On parle d'un tabou. J'allais pas parler du tabou des règles comme s'il s'agissait de, je sais pas, la fonte des neiges ou la fonte des glaces ou un phénomène extérieur à moi. C'est quelque chose que j'avais vécu pendant 40 ans. Il fallait que je fasse la démonstration que oui, on peut parler de ce sujet-là d'une manière acceptable pour moi-même, mais aussi pour les autres. Et d'amener aussi peut-être les lecteurs, les lectrices, en priorité les lectrices, mais pas seulement, apporter un regard différent sur ce phénomène qui est encore entaché de beaucoup de non-dits, d'interdits, etc. Voilà pourquoi j'ai fait à titre personnel. Peut-être une invitation du coup aussi pour les personnes à créer leur propre récit, à se réapproprier justement ce phénomène-là aussi. Oui, c'est-à-dire qu'en m'appropriant moi ce récit, je ne prétends pas dire tout des règles, mais je prétends, j'essaye de faire en sorte que chaque personne qui le lit se dise, tiens, comment c'était pour moi ? Et commence à l'observer et le vivre éventuellement différemment. Voilà. Donc du coup, dans le texte, il y a à la fois donc, ce récit personnel, plein d'informations diverses sur les règles, et vous articulez aussi votre vécu à des événements politiques en fait, qui ont ponctué votre vie. Donc est-ce que vous pouvez parler un peu de ce parti pris d'écriture aussi, de lier ces différents événements ? Bah oui, 40 ans, ça fait quand même un petit bail, quand on y réfléchit. Donc, en racontant 40 ans de mes règles, je me suis rendu compte que je voulais montrer comment c'est un aspect de ma vie, c'est un aspect de la vie politique, et c'est une manière de raconter aussi 40 ans d'histoire des femmes ou d'histoire politique en France, telle que moi je l'ai reçue et vécue. Et puis peut-être aussi de montrer le caractère politique de ce récit, en fait. Le corps et l'intime, voilà, et politique. Le corps, et finalement, c'est politique. C'était encore une manière de le démontrer plutôt que de le dire. C'était ça mon idée. Ouais. Vous parliez tout à l'heure du tabou, justement, des règles. Et dans le livre, c'est intéressant comment vous parlez justement de l'étymologie du mot tabou, enfin des différentes acceptions de ce mot-là. Est-ce que vous pouvez en parler un peu, justement On a tendance à penser que le tabou, c'est exclusivement quelque chose de négatif. En fait, l'origine du mot tabou, c'est tapu, c'est un mot polynésien qui signifie fortement marqué. C'est quelque chose qui est non seulement interdit, mais aussi quelque chose qui est sacré, qui est investi d'un très grand pouvoir. Et en fait, quand on commence à réfléchir au tabou, on se rend compte que derrière le dégoût ou l'interdit, se cache une peur ou une vénération même pour le phénomène des règles tel qu'il a pu être compris et vécu dans certaines cultures à l'origine et encore aujourd'hui dans certaines cultures vivantes. Donc les règles, tout le monde me disait t'es en train d'écrire un livre sur les règles, oh là, les règles de quoi? Je dis bah les règles des femmes, hein, pas la règle de Troie, pas les règles de l'Union européenne, pas les règles du jeu de Go, non, les règles, les menstruations. Ah ouais, un livre entier donc. Ah ouais, un livre entier donc, par voie de conséquence. D'accord. Et à partir de là, j'ai commencé à me rendre compte que quand je disais par exemple aux gens, mais tu sais que dans le sang menstruel, il y a des cellules souches dont on est en train de tirer des médicaments susceptibles de soigner la maladie de Parkinson. Ah bon? Et est-ce que tu sais que... Bon, voilà, de donner des anecdotes ou de raconter même des histoires autour des règles qui montrent à quel point ça n'a pas toujours été considéré comme quelque chose de honteux, c'était déjà en soi quelque chose d'intéressant. Et puis même justement le fait de parler de quelque chose d'honteux aussi en soi c'est intéressant. Enfin, je pense justement pour
Enfin, c'est la meilleure façon finalement de briser le tabou, d'en parler. D'en parler, mais j'aurais pu faire un livre entier sur à quel point on est discriminé. C'est ça que je voulais dire. À quel point on est discriminé parce qu'on a ces règles. Bah, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Dire de quelle manière on peut se saisir de ces règles pour en faire une épopée périodique personnelle qui rentre en résonance avec énormément de choses, puisque ce tabou, il est originel, il est inscrit dans notre culture depuis toujours. Et il a, ce que j'ai découvert en enquêtant, c'est qu'il y a certains anthropologues qui affirment par exemple que ce sont les femmes qui ont inventé les mathématiques parce que c'était les premières à compter les jours de leur cycle en fonction de la Lune, et que les premières tablettes qu'on a découvertes sont en fait des témoignages d'une science qui était au départ détenue par les femmes. Voilà, par exemple, c'est un des aspects. Comment la culture, le rapport à la Lune s'est construit, les premières religions, les premières organisations sociales, organisation du rapport des sexes entre les sexes, sont complètement articulées autour du phénomène des règles, en fait, de ce sang qui coule chaque mois, bien qu'à l'époque, le sang ne s'écoulait pas autant qu'aujourd'hui. Puisque même, une des découvertes que j'ai faites, c'est que, alors que c'est une histoire vieille comme le monde, hein, les règles, on n'a jamais eu autant nos règles qu'aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est entre 400 et 500 fois dans une vie de femme. J'ai rencontré une femme aujourd'hui qui m'a expliqué qu'elle les avait eues 528 fois, elle avait compté. Respect. Mais ça représente 2400 jours, 6 ans et demi à peu près d'une vie durant lesquelles on saigne. On signe, j'allais dire. Et donc, avant, on avait beaucoup moins nos règles. Les femmes avaient beaucoup moins leurs règles. D'abord parce que les premières règles, elles survenaient beaucoup plus tard, plutôt entre 15 et 16 ans au XVIIIe ou au XIXe siècle. Ça ne fait que depuis, grosso modo, le XXe siècle, le début du XXe siècle, que les premières règles commencent à environ 13 ans, 12,6 ans aujourd'hui en moyenne. C'est un âge qui avance de plus en plus, c'est-à-dire les premières règles surviennent de plus en plus tôt, la vie des femmes est de plus en plus longue, et ça n'aura échappé à personne, on fait beaucoup moins d'enfants. Avant, pendant des siècles, pour la majeure partie des femmes, après le mariage, les grossesses se succédaient, suivies d'allaitements, si bien qu'il y avait beaucoup moins de règles qu'avant. Il y avait beaucoup de règles qui s'appliquaient aux femmes, mais il n'y avait pas beaucoup de règles qui s'écoulaient des femmes par rapport à aujourd'hui. Ce qui n'est pas sans poser des problèmes importants en termes de santé, par exemple. Le fait d'avoir une telle pression estrogénique, c'est du jamais vu dans l'histoire des femmes. Et physiologiquement, on ne sait absolument pas quelles en sont éventuellement les conséquences. Il y a en revanche des études scientifiques très sérieuses qui disent que le fait qu'il y a une corrélation entre le fait d'avoir beaucoup ces règles, enfin très souvent, et la survenue de certaines formes de cancer. Et ça, personne véritablement ne s'est penché dessus. C'est un autre scandale du tabou qui pèse sur les règles aujourd'hui, c'est les implications que ça a en termes de santé publique pour les femmes, puisque ça signifie que, par exemple, un certain nombre de maladies comme l'endométriose sont sous-diagnostiquées, où il y a 7 à 9 ans de retard de diagnostic pour cette maladie qui touche aujourd'hui 1 à 2 femmes sur 10 dans le monde. D'autres troubles associés aux règles, comme le syndrome des ovaires polykystiques ou tout simplement le fait d'avoir des règles douloureuses ou alors, le syndrome prémenstruel, sont tout à fait sous-étudiés et sous-traités par la médecine, ce qui est quand même juste scandaleux, puisque l'endométriose, par exemple, 1 à 2 femmes sur 10 dans le monde, je le rappelle, c'est la première cause de stérilité pour les femmes. Donc ça expose à vraiment beaucoup de problèmes. Ça peut être une maladie qui peut être extrêmement sévère et handicapante pour les femmes qui en sont atteintes.
Donc briser le tabou, ça a aussi pour effet de remettre la santé féminine au cœur de la réflexion et de l'attention des médecins, dans mon esprit en tout cas. Et dans le chapitre des scandales aussi, vous évoquez justement les questions autour des protections hygiéniques. D'ailleurs, c'est intéressant aussi de déconstruire le mot hygiénique, parce que ce qui implique que les règles seraient sales, déjà. Rien que le mot, il est un peu dérangeant. Mais oui, vous parlez aussi de tout ça, tout l'impact écologique par rapport à la production de déchets, et aussi tous les produits qui sont mis dans les tampons et dans les serviettes qu'on ignore et qui ne sont même pas inscrits en fait, sur les paquets, par exemple. Il y a aussi un silence là-dessus qui est inquiétant. Alors, en 40 ans de règles, on produit 1,5 tonne de déchets, des serviettes et des tampons, pas recyclés, pas recyclables. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire le calcul et qui dit qu'en les alignant tous, on réussirait à atteindre la Lune. Donc ça fait quand même un volume de déchets extrêmement important. Et puis aussi, vous avez raison, le fait de parler de protection hygiénique et de considérer ça comme des déchets, c'est un petit problème sur la façon dont on se conçoit soi-même comme femme. On n'a pas du sang qu'on recueille, on a quelque chose qui sort de nous et qui est censé être un déchet. Donc ça, c'est un problème d'environnement important. Et puis alors évidemment, toutes ces protections périodiques qui existent depuis très longtemps, mais qui n'étaient pas utilisées avec autant que maintenant, puisque les femmes n'avaient, comme je l'avais dit, pas autant leurs règles. C'est devenu un marché énorme. C'est 26 milliards d'euros par an, le marché des protections périodiques. On a calculé que ça a représenté pendant une certaine période jusqu'à 30% du volume de coton. Or, il se trouve que les protections périodiques aujourd'hui ne sont plus faites avec du coton. Pour la plupart d'entre elles, elles sont faites à partir de dérivés d'hydrocarbures, de cellulose, de plastique, de poudre absorbante. Le but étant d'absorber ce flux qui pourtant n'a pas un volume si énorme. Hippocrate pensait que c'était l'équivalent de 2 cotyles d'attique, ce qui veut dire à peu près 1 demi-litre. Il était très très loin du compte. Si on utilise des comptages un peu plus poétiques, c'est 3 cuillères à soupe impériale en fait. Voilà, pour chaque règle. On a c'est un demi-verre de Bordeaux. En 40 ans, on réussit à se faire une jolie cave, mais ça ne va pas non plus. Il n'y a pas de quoi en faire tout un fromage non plus. C'est pas un robinet sauf pour certaines femmes qui sont atteintes d'hyper, je sais plus quoi, comment on appelle ça, des règles hémorragiques, ce qui est encore un souci dont personne ne se préoccupe. Et pourtant, c'est quand même bien embêtant d'avoir ça. Le problème de ces protections périodiques, effectivement, c'est qu'elles sont au contact des muqueuses, une semaine par mois pendant une longue durée, donc l'équivalent de 40 ans, et que beaucoup d'entre elles contiennent des perturbateurs endocriniens, parce que ce sont des dérivés de plastique, et que comment on appelle ça ? Je viens de le dire, des perturbateurs endocriniens au contact avec les muqueuses, il n'y a aucune étude de large impact qui a été conduite pour savoir quelles pourraient en être les conséquences sur la santé des femmes. Il n'y en a aucune. Et effectivement, comme c'est un énorme marché et que le but est d'en vendre de plus en plus, eh bien, les fabricants ont refusé jusqu'à une période extrêmement récente de dire quelle était la composition exacte de leurs produits, ce qui est en soi un petit peu scandaleux, parce qu'il se trouve que les protections périodiques dépendent de la législation du papier et non pas de celle des cosmétiques, comme c'est le cas pour tous les produits qui sont en contact direct avec la peau. Il se trouve que ça vaut aussi pour les bébés, qui sont les couches des bébés hyper absorbantes, qui sont aussi farcis de produits dont on ne sait rien, sur lesquels il n'y a pas d'études. En revanche, ce qu'on peut dire de manière certaine, c'est que
il y a, je crois, une quarantaine de scientifiques qui ont fait un appel en disant les perturbateurs endocriniens, c'est gravissime, les effets sur la santé sont énormes et il faut arrêter ça le plus vite possible. Donc oui, il y a une question à porter sur la place publique aujourd'hui, sur quelle protection périodique les femmes peuvent utiliser pour préserver leur propre santé. Alors il y en a, donc j'essaye de les détailler aussi dans le livre. Bon, il y a la coupe menstruelle qui commence à se répandre beaucoup. Il y a d'autres choses, les éponges, les éponges c'est un peu spécial, mais c'est bien aussi. Ou au moins les protections bio. Alors tout ça, sachant qu'en même temps, c'est un coût. Hein, c'est 2500 € dans la vie d'une femme, ça coûte cher. Jusqu'à décembre 2015, c'était taxé à 20% comme un produit de luxe. Donc, c'était pas considéré comme un produit de nécessité. Pour mémoire, je vous dis juste que le Coca-Cola, il est taxé à 5,5. Il est considéré comme un produit de première nécessité, hein, bien que toutes les études vous démontrent que ça tue directement, hein, ça donne le diabète, le cancer, tout ce qu'on peut imaginer, mais c'est un produit de première nécessité. En revanche, pas les serviettes périodiques. Alors, les femmes qui sont sans abri, c'est une des premières choses qu'elles demandent. Les femmes qui vivent dans des périodes de guerre, c'est la première chose qu'elles demandent. Des millions de petites filles en Afrique ou en Inde, dans certaines régions, ne vont pas à l'école quand elles ont leurs règles parce qu'elles n'ont pas les moyens de se protéger correctement, ou alors elles ont recours à des expédients, parmi lesquels de la bouse de vache, de la paille, de la boue séchée, des papiers, avec évidemment un impact pour leur santé qui n'est pas excellent. Donc elles ne peuvent pas aller à l'école pendant cette période-là, donc elles perdent la capacité de s'instruire et de s'émanciper. Et deux, elles mettent leur santé en danger à cause de ça. Donc oui, c'est une question qui reste centrale. Après, je me disais, quand j'écrivais le livre, je me disais, c'est dingue, je suis en train de demander que tout le monde puisse avoir accès à des protections périodiques, dont par ailleurs, je sais qu'elles sont mauvaises pour la santé. C'est un truc habituel pour les femmes, c'est la double injonction tout le temps. C'est face je gagne, puis tu perds. Donc, et trouver son chemin là-dedans, c'était l'objet de ce livre, c'est essayer de trouver une manière émancipatrice de réfléchir à cette question. C'était l'objet du truc. D'ailleurs, vous évoquez aussi un autre paradoxe comme ça, une autre tension dans le livre, qui est justement la nécessité politique de ne pas minorer la souffrance des règles, et en même temps celle de ne pas pour autant présenter les femmes comme des otages de leurs hormones sans qu'elles aient leur mot à dire sur la question. Est-ce que ça a été un peu une difficulté aussi dans l'écriture du livre, justement C'était un peu difficile, par exemple, sur le chapitre qui concernait le syndrome prémenstruel. Toute femme sait ou s'est entendue dire un jour où elle était de mauvaise humeur, t'as tes règles, ou quoi, t'as tes ragnagnas, c'est pour ça que t'es chiante, etc. J'ai un de mes amis à qui j'ai expliqué que j'étais en train d'écrire un livre sur les règles, qui me dit « Ah, on va savoir pourquoi vous êtes chiante alors !» Je sais pas, c'est quoi ton problème? Et tu veux qu'on parle de ton taux de testostérone, là, tout de suite, maintenant? De ton priapisme? C'est quoi ce truc? Donc, moi, par définition, je me suis rendu compte que j'avais une grosse prévention à aborder la question du syndrome prémenstruel ou des humeurs changeantes des femmes. Parce que le syndrome prémenstruel, quand on commence à se pencher un peu sur la question, c'est tout et n'importe quoi. C'est 150 symptômes. Donc là, la chaise qui est devant moi, parce qu'elle est rouge, je pense qu'elle a le syndrome prémenstruel. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça va de l'herpès cataménial à des douleurs dans les jambes, des maux de tête, etc. Toutes ces choses-là peuvent évidemment arriver à plein de personnes dans plein de circonstances, y compris des personnes qui n'ont pas leurs règles, y compris des hommes. Donc, néanmoins, pour beaucoup de femmes, et j'en fais partie, moi pendant 40 ans, j'ai pas vécu le moment de mes règles comme si rien ne m'arrivait. J'avais mal à la tête, j'avais des malaises. Et donc, de ne pas prendre en compte cette dimension-là,
c'était problématique aussi. Si on est dans le déni vis-à-vis de ce qu'on vit, ça ne va pas non plus. Donc trouver un moyen de reconsidérer la place du syndrome prémenstruel dans toute vie, ça me paraissait important. Mais c'était une vraie tension. Aujourd'hui encore, il y a des personnes qui vous disent c'est un syndrome imaginaire. Et puis il y en a d'autres qui vous expliquent oui, mais enfin attention, il y a les prostaglandines qui déclenchent ci et ça, et il y a des inflammations, etc. Alors comment on peut expliquer que moi, dans mes 40 ans de règles, mes 400 cycles, je ne les ai pas comptés aussi précisément que la dame que j'ai rencontrée tout à l'heure, il y a des fois où ça allait très bien, et puis il y a des fois où ça n'allait pas. Et là, je me suis dit, il faut peut-être que je me repenche, et que nous repenchions ensemble sur cette question-là. Est-ce qu'on peut... est-ce que ça n'est pas un moyen de créer un stéréotype dans lequel on va être enfermé? Tout serait hormonal. Or, quand on réfléchit bien, d'abord, on ne sait pas grand-chose des hormones aujourd'hui. Tout le monde a tendance à penser que les médecins savent de quoi ils parlent quand ils vous parlent des hormones. C'est pas vrai. Ils n'en savent rien. Ça fait moins d'un siècle qu'Ogino a découvert qu'on ovulait qu'une fois par cycle. Moins d'un siècle. 1924. On a encore 7 ans avant d'arriver au... Donc, c'est très court. On ne sait pas, par exemple, juste les hormones elles-mêmes, elles n'ont été découvertes qu'à la fin du 19e siècle. Jusque-là, on pensait que ce n'était que des influx nerveux qui produisaient la physiologie humaine. Les hormones, est-ce qu'elles nous commandent ou est-ce que nous les commandons ou est-ce qu'elles sont l'objet d'équilibres extrêmement subtils dont on n'a pas tout compris? La seule chose, c'est que pour les femmes, ce cycle est visible. Il y a des féministes qui disent le syndrome prémenstruel, c'est un moyen d'exprimer la rage qu'on ne peut pas exprimer le reste du temps et de dire quand on est en colère. Moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Ce que je note, c'est qu'il y a en même temps des études qui ont été conduites, par exemple en 2008 au moment de la crise des subprimes, et qui ont observé que les hommes qui étaient soumis à des poussées de testostérone intenses dans ce contexte ultra concurrentiel et ultra stressant avaient pris des risques excessifs et avaient perdu beaucoup plus d'argent pendant la crise des subprimes que les femmes. Donc on peut dire que les hormones ont un effet sur nous, tous et toutes, mais regardons ça d'une manière globale. Voilà. D'ailleurs, justement, vous expliquez dans le livre que la première vague du féminisme ne s'est pas vraiment intéressée à la question des règles et que le féminisme s'est emparé de cette question-là un peu tardivement. Et pourquoi, selon vous, en fait? Probablement parce que ce qu'on observe... par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit Simone de Beauvoir n'en parle pas du tout. C'est faux, elle en parle beaucoup en fait. Dans le deuxième sexe, elle parle très longuement et elle fait une description biologiquement et médicalement d'ailleurs très exacte et qui n'a pas vieilli du phénomène des règles. Et elle explique déjà à quel point, selon elle, c'est un phénomène en partie imaginaire, mais à mon sens, même qu'elle décrit d'hystérique, c'est un témoignage d'hystérie des femmes. Les femmes qui ont mal ou qui souffrent pendant leurs règles seraient victimes d'hystérie, parce qu'elles ne parviennent pas suffisamment à nier ce qui leur arrive. Donc c'est quand même quelque chose d'un peu spécial. Ce que je pense, c'est que le premier féminisme, enfin le féminisme, en tout cas celui de Simone de Beauvoir, il consistait à imaginer que les femmes devaient être comme des hommes pour être leur égal. Et que par là même, il fallait nier la maternité, il fallait nier la menstruation, il fallait nier tout ce qui rabaissait dans l'œil des féministes les femmes à une fonction biologique reproductrice. Et cette question des règles, elle reste effectivement problématique puisqu'elle renvoie au biologique. Donc l'idée qui est la mienne, elle n'est pas du tout de dire la biologie c'est merveilleux et nous comme femmes, parce que nous avons nos règles, c'est extraordinaire. Il y a des femmes qui le pensent et c'est leur manière d'accéder à ça, qui disent que c'est merveilleux de saigner tous les mois et de regarder son sang et tout ça. Bon, moi, j'ai rien contre ça du tout. C'est pas
mon truc. En revanche, je pense vraiment qu'il y a quelque chose à envisager sur l'imaginaire qui entoure notre être femme et notre être homme. Et dans notre imaginaire des règles, beaucoup de choses existent, ne sont pas connues, c'est que j'essaye de raconter dans le livre, et peuvent être encore inventées. C'est plutôt d'ouvrir une porte d'imaginaire, comment on se conçoit femme, comment ou homme, ou intersexe, où il y a des activistes menstruels ou féministes qui parlent de menstruators, c'est-à-dire des femmes qui ont leurs règles sans se sentir ou se reconnaître comme femmes, par exemple. Moi, je trouve que tous les imaginaires doivent pouvoir se penser et se réfléchir, et que c'est ça qui est intéressant. Plus que la biologie qui nous renvoie ou nous assigne à une fonction exclusivement reproductrice. C'était une question que je m'étais posée, par exemple, au tout début, sur l'origine du tabou. Tous les gens qui réfléchissent à l'évolutionnisme vous disent c'est simple comme tout, en fait. Hein. Les femmes saignent, donc elles envoient le signal qu'elles sont fertiles. Ah ouais, mais petit problème. C'est pas à ce moment-là qu'elles sont fertiles. C'est dans 12 jours. Donc tu te la mets sur l'oreille, t'attends. Non mais, toute la controverse entre les hommes et les femmes, elle pourrait être ramenée à ça. Mais j'ai pas voulu le dire dans mon livre, ça, directement. En revanche, je me suis intéressée à une étude sur les bonobos. Les bonobos, ils font partie des quelques rares espèces qui ont des menstruations. On n'est que 4 à peu près dans le genre animal, ou parmi les mammifères. Il y a les bonobos, les chimpanzés, une petite musaraigne qui s'appelle le macrocélide de Peters, et le quatrième, je l'ai oublié. Et ça doit être nous, ça doit être ça. Les bonobos ont leurs règles, donc ovulent chaque mois, et non pas une fois dans l'année pour se débarrasser de la question de la reproduction. Et au moment où elles ovulent, en plus, les femelles bonobos envoient un signal assez fort qui est que, grosso modo, leurs fesses triplent de volume. Donc c'est là la direction, vas-y mon gars et tout. Sauf qu'il y a une étude qui montre que souvent ces signaux sont faux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le signal qui est envoyé, mais il n'y a pas d'ovulation. Donc les ruses de la nature sont tellement complexes, c'est une rencontre décomplexée, donc les ruses de la nature sont tellement complexes qu'il ne faut surtout pas s'y fier. Il faut continuer à en inventer des nouvelles, à mon avis. Voilà. Et justement, j'ai l'impression quand même que ces derniers temps, il y a quand même un peu un renouveau sur le regard sur les règles. Je sais pas, je pense par exemple très récemment, il y a l'équipe qui a par exemple sorti un dossier sur le rapport entre les sportives de haut niveau et leurs règles, ce qui est quand même, je pense, assez nouveau comme approche. Ou alors, je sais pas si je prononce bien le nom, mais Rupi Kaur, je sais pas comment qui avait posté, je pense que vous en avez sans doute entendu parler, une photo sur Instagram, je crois, sur un réseau social en tout cas, où elle a une tache de sang en fait sur son pantalon, et ça a été censuré, donc on en a beaucoup parlé aussi. Il y a aussi justement une nageuse chinoise qui a dit aussi justement que elle avait ses règles, donc que sa performance avait été moindre, qu'elle avait eu l'impression d'abandonner ses coéquipières, etc. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même, le tabou est en train de se déliter un petit peu, en tout cas on commence à en parler. Est-ce que vous êtes justement un peu optimiste sur comment ça évolue en fait, le regard sur les règles aujourd'hui ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un changement en tout cas dans la manière de l'aborder ? Oui, je pense que ça évolue d'une manière effectivement très positive. Après, on se rendait compte, par exemple, dans le dossier de l'équipe, que les questions de santé ne sont pas du tout connues ni abordées, ce qui est un truc totalement dingue. On ne sait pas quelle est, par exemple, une des problématiques importantes pour les sportifs, c'est que l'activité physique intense arrête les règles. C'est un fait relativement connu, parce que, en fait,
il existe depuis toujours d'ailleurs des périodes où les femmes n'ont plus leurs règles. C'est ce qu'on appelle les aménorrhées de privation. Quand on fournit un effort trop intense sous l'effet d'un grand stress, ou évidemment la première raison c'est l'alimentation. Donc pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les femmes massivement ont cessé d'avoir leurs règles pendant de longues durées. À Ravensbrück, les femmes... il y a un article de Leroy Ladurie qui raconte ça, des femmes qui, arrivant à Ravensbrück, cessaient au bout de quelques mois d'avoir leurs règles. Et l'histoire est particulièrement poignante parce que 3 ans plus tard, ou 2 ans plus tard, je crois, elles ont recommencé à avoir leurs règles. Et évidemment, leurs conditions de vie ne s'étaient pas du tout améliorées. En revanche, elles s'étaient adaptées. Donc, il y a des réponses du corps qui sont vraiment très différentes selon le contexte auquel on est exposé. Et pour les sportives, par exemple, j'avais lu un autre article dans l'équipe où un médecin disait « c'est pas bon de ne pas avoir ses règles », par exemple. Il va chercher ça où, le gars? Il n'en sait strictement rien. Il ne fait que répéter un truc vieux comme mes robes qui prétend que ne pas avoir ses règles est mauvais pour la santé. Ou ne pas avoir des règles régulières. Ça, c'était le grand truc, la régularité des règles. Ça n'intéresse en fait que les hommes pour être certains que l'enfant est bien le leur. Parce que sinon, nous, les femmes, on a nos règles de manière irrégulière, par définition. Il n'y a rien qui nous oblige à les avoir tous les 28 jours. 28 jours, c'est même pas la Lune. La Lune, c'est 29,5. Donc, en gros, la plupart des femmes, elles les ont entre 23 et 35 jours. Hein, les cycles ne se répètent pas toujours de la même manière, mais on nous impose cette règle de la régularité qui n'a strictement rien à voir avec ce que nous sommes. Ça n'a aucune importance d'avoir nos règles régulièrement, strictement aucune. La seule chose qui peut évidemment nous préoccuper, c'est de savoir si on est ou pas enceinte. Et c'est une question qui est certes extrêmement importante. En dehors de ça, c'est même c'est sans objet. C'est vraiment nous mettre sous coupe réglée. D'ailleurs, on dit je suis bien réglée. Ou je suis réglée comme du papier à musique. Super. What the fuck? Qu'est-ce que ça peut bien faire? C'est plus pratique éventuellement parce qu'on se dit ah ouais, j'ai prévu la protection périodique qui que quoi, mais en fait en soi ça suppose que nous sommes juste des femelles de l'espèce. On n'est pas des femelles de l'espèce, on est des individus extrêmement rusés, tout autant que les bonobos, voire davantage. Il n'y a aucune raison qu'on soit régulière. La régularité, c'est la mort. J'avais peut-être une petite dernière question avant de savoir si vous avez vous-même des questions, mais justement, vous parlez du tabou des règles dans le livre, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un tabou autour du fait, quand on est identifié comme femme, de ne pas avoir ses règles, justement, donc que ce soit par exemple, ça peut être par plein de façons, la pilule en continu, les ovaires polykystiques, la ménopause aussi. Est-ce que ça aussi, c'est pas un tabou fort? Comme je le disais au début, c'est un signal de féminité. Un signe extérieur de féminité, c'est d'avoir ses règles. Voilà, et d'être fertile et d'être fécondable. Donc effectivement, c'est une... comment dire... par exemple, sur la ménopause, j'ai rencontré l'autre jour, quand j'étais sur RFI, il y avait un gynécologue qui était là et qui dit... Ah ben alors oui, la ménopause, certes, les femmes sont très heureuses d'être débarrassées de cet embarras. Je dis, ah bon, il sait ça d'où, lui donc, voilà. Mais quand même, elles sont tristes parce que c'est le début de la vieillesse. D'accord ? Et donc, elles viennent me voir et elles me demandent des hormones substitutives de la ménopause pour ne plus être vieille. D'accord ? Donc, ça ne lui pose pas de problème de donner des hormones dont toutes les études disent qu'elles sont cancérogènes. Mais c'est les femmes qui demandent parce qu'elles se sentent vieilles. Alors moi, je ne me sens pas vieille. Hein. Je veux dire, je me sens évidemment vieille, au sens où j'ai 40 ans de plus que quand j'ai eu mes premières règles. Donc, mais l'alternative, c'est ou mourir ou vieillir. Bon, bah, je prends vieillir. Hein.
J'ai pas d'autres possibilités. Et en fait, je le vis pas comme... Les Chinois, ils disent que c'est le nouveau printemps de la femme, la ménopause. C'est un moment où on est délivré du souci énergétique d'ovuler, et où donc on peut consacrer son énergie à plein d'autres choses. Bon, c'est une expérience que je trouve excellente, et donc c'est une référence sur laquelle je me suis plutôt appuyée. Donc oui, aussi ne pas conditionner de ne pas considérer qu'on est femme parce qu'on a ses règles, c'est le b.a.-ba. Bien que j'ai écrit un livre de 250 pages sur ce que c'est d'avoir ses règles, je ne considère pas que ça me définit comme femme, contrairement à ce que pensait mon père, à qui j'ai répondu que j'étais pas une bonobo. Bien que... J'ai fêté ça autour de vin rouge. C'est ça,